Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le point lecture de tous les romans lus pendant le mois de juin. Donc un mois où j'ai lu 7 titres et on va démarrer par 2 déceptions. Et vous le savez si vous avez regardé ma vidéo bilan de mi-année qui a été publiée la semaine dernière, je n'ai pas aimé. La trahison de Camelot, c'est le tome 2 de l'ascension de Camelot de Kirsten White. C'est publié chez De Saxus. Encore une énième déception chez De Saxus. Si jamais vous ne connaissez pas cette histoire, sachez que c'est tout simplement une réécriture de l'histoire arthurienne, on va dire. Dans le tome 1, on assiste à Guenièvre qui arrive à Camelot en tant que femme d'Arthur. Il y a tout un mystère qui va tourner autour de cette jeune femme. Donc Kirsten White, elle arrive plutôt bien, je trouve, à réécrire, réinventer l'univers arthurien. On va retrouver, alors je suis pas une spécialiste de l'univers arthurien, mais il me semble en tout cas tous les personnages ou les grands personnages connus de cette histoire, donc Guenièvre, Arthur, Merlin, Lancelot, Mordred, la Dame du Lac, enfin voilà, tous ces personnages-là, on va les retrouver ici. Et sa particularité quand même, c'est qu'il y a une grosse présence des femmes dans cette réécriture, puisque de ce que je connais de l'univers arthurien, les femmes sont pas très présentes, mais ici, c'est quand même elles qui tiennent le devant de la scène. J'avais bien aimé le tome 1. Franchement, c'était une lecture sympathique. J'avais bien aimé le personnage de Guenièvre. J'ai démarré ce tome 2 confiante. Et j'ai passé 400 pages sur 441 à m'ennuyer. Il ne se passe rien pendant 400 pages. Si ce n'est que Guenièvre passe son temps à chouiner, à attendre Arthur, à rêver de Mordred, à s'enflammer parce que Arthur lui a touché la main, à être jalouse parce que Arthur va partir avec ses chevaliers. Enfin bref, je l'ai trouvé absolument insupportable. Et cette jeune femme que j'avais trouvée plutôt intelligente et mature, vraiment, là c'est une catastrophe, quoi. Franchement, je n'ai pas aimé Guenièvre, je me suis ennuyée pendant 400 pages. Il y a notamment un événement qui arrive dans ce tome 2, je voyais pas l'intérêt. Enfin, franchement, Guenièvre va partir dans une espèce de quête pour aller chercher une personne. Je n'ai pas compris l'intérêt de cette partie. Pour moi, ça n'en a absolument aucun. Il y a un certain nombre de pouvoirs magiques qui sont présents. Parfois, on est un peu dans le syndrome ta gueule, c'est magique. Hein, c'est-à-dire que le truc, il est là, vous savez pas d'où il tombe. Tout d'un coup, il y a des personnages qui se mettent à faire des choses. Enfin, non, j'ai pas aimé, vraiment, j'ai pas aimé. C'était plat, c'était mièvre. Il y a que les 40 dernières pages où il se passe des choses que j'ai trouvées plus intéressantes. Mais justement, j'aurais aimé que ces 40 dernières pages, elles prennent tout le roman, en fait. Et qu'on perde pas autant de temps à avoir une Guenièvre qui chouine, qui râle, qui se plaint, qui attend, qui espère, qui imagine, qui anticipe, qui comprend de travers. Enfin, non, vraiment, elle m'a agacée. Et vous vous en doutez hein, que je n'irai pas la suite parce que j'ai fini... Alors, pas tout à fait en diagonale, mais pas loin, et que je n'avais aucun intérêt, et je n'ai plus aucun intérêt pour cette histoire, donc clairement, je n'irai pas la suite. J'ai oublié de vous le dire, je l'ai lu en lecture commune avec Lado Vintage et Monsieur Cabric, et je pense qu'on est tous les trois, bon an, mal an, plus ou moins du même avis quand même. Hein. Voilà. Il me semble que Laurent, il a abandonné, et je crois même qu'il a déjà revendu les 3 tomes. Dorian, j'ai un doute, mais en tout cas, s'il le lit, ça sera sans nous. Ensuite, un tome qui m'a déçue, c'est Tarot de K.D. Edwards, le tome 1, Le Dernier Soleil, c'est publié chez Brajlon. C'est un roman d'urban fantasy dans lequel on suit un jeune homme qui s'appelle Rune. Et ce jeune homme, c'est un descendant de la cour déchue du Soleil, qui était une cour très importante au sein de l'univers Atlante. Donc au début de l'histoire, on nous explique que les Atlantes ont été obligés un peu de révéler leur présence à l'ensemble de l'humanité. Et que voilà, ils cohabitent un peu plus ou moins, certains plus que d'autres d'ailleurs, avec le reste de l'humanité, mais que les Atlantes, ils ont des règles bien à eux, et puis également des pouvoirs, un certain nombre de pouvoirs qui sont associés, liés notamment à des cartes de tarot. En gros, c'est ça l'histoire. En gros, parce que vous vous doutez bien que c'est un petit peu plus compliqué, puisque Rune, il est détective privé, on va dire. En tout cas, il est embauché par certaines personnes pour réaliser des enquêtes, des choses comme ça. Et il me semble que dans ce tome-ci, ils doivent retrouver quelqu'un. Voilà, on leur demande d'aller retrouver quelqu'un. Voilà, donc on est un peu autour de ça.
Ce tome 1, je l'ai lu en lecture commune avec Monsieur Cabric, Miss Caro Livre et lecture en B, je crois, Bérangère, me semble-t-il. Un tome dans lequel il y a beaucoup d'action, un univers qui utilise donc à la fois un mythe autour de une mythologie autour de l'Atlantide, mais également les arcanes du tarot, un univers qu'on sent vraiment riche, avec beaucoup d'informations à assimiler très très vite. Donc tout ça dans une ambiance urban fantasy. Mais moi, j'ai trouvé que le tout, c'était très brouillon, très fouillis. Il y a beaucoup de dialogues, donc ça peut se lire assez vite. Alors moi, malheureusement, j'ai un peu galéré à la lecture, mais je pense que ça peut se lire assez vite si vous êtes bien dans l'histoire. Il y a beaucoup de dialogues, mais j'ai regretté qu'on n'ait pas plus de passages explicatifs, de passages narratifs où on me raconte certaines choses. Il y a des choses qu'on apprend à travers les dialogues, alors ça peut donner du rythme et de l'énergie. Mais là, moi, j'ai trouvé ça surtout fouillis. J'avais l'impression de tirer les informations par endroits, que c'était pas clair. Il y a par moments, j'ai confondu certains personnages les uns avec les autres. J'ai été perdue, mais perdue en mode, pourquoi ils vont là? Je comprends pas. Pourquoi ils font ça? Enfin, des choses que je trouvais pas claires, voilà. Alors c'est quelque chose que moi et Bérangère on a ressenti, Dorian un peu moins et Caroline pas du tout, ça s'est bien passé pour elle, vous voyez. Pour ça je pense que ça peut plaire tout à fait à des gens, c'est juste que moi, notamment la relation entre Rune et Brand qui est son garde du corps, cette relation extrêmement dynamique, un peu de chamaillerie qu'ils ont tous les deux, avec moi ça n'a pas marché en fait. Je ne me suis pas attachée aux personnages, donc quand vous êtes perdu dans l'univers, que les personnages ils vous intéressent pas plus que ça, bah franchement, je me suis pas sentie très impliquée ni très investie dans ma lecture, très attachée aux personnages. Il leur arrive des choses, mais comme ça vous intéresse pas vraiment, bah c'est un peu poussif, vous voyez. Donc c'est un titre qui a pas marché avec moi du tout. Et je lirai pas la suite, vraiment. Les événements qui leur arrivent ne m'ont pas touchée, je me suis ennuyée. Enfin voilà, vraiment, j'ai fini celui-ci en diagonale pour le coup. Mais voilà, vraiment c'est un titre qui moi m'a pas plu, une urban fantasy avec deux jeunes hommes, principalement il y a d'autres personnages autour bien évidemment, mais eux c'est le duo principal. Je pense que si vous accrochez à ce duo, à leur pique, à leur humour, ça va le faire. Moi malheureusement ça n'a pas été mon cas, ça m'a pas beaucoup plu pour le reste, j'étais trop perdue et j'ai pas envie de lire la suite. Je sais que Dorian a lu le tome 2 avec Caroline. Et il trouve que dans le tome 2, ça s'améliore par rapport au tome 1. Mais moi, je n'ai pas la foi. Et en plus, il n'a pas eu de bol, c'est qu'il est arrivé après cette lecture-ci, qui avait déjà été une lecture pénible. Donc là, je pense aussi que comme ça ne l'a pas fait tout de suite, ben voilà, il a péché aussi du fait d'être arrivé après Kaamelott. Et voilà, je pense que ça n'a pas aidé à ce que j'apprécie ma lecture. On va partir sur toute autre chose, puisque j'ai lu Journal d'un vide de Emi Yagi, publié chez 10-18. Ici, on va être au Japon. Alors, je ne sais pas si c'est Tokyo ou une autre ville. Aucune idée. Je ne me rappelle pas et c'est pas écrit dans la 4e. Ça change pas grand chose en fait à l'histoire. Hein. Donc on va suivre une jeune femme qui travaille dans un bureau avec une population majoritairement masculine. Je crois qu'au début de l'histoire, si elle n'est pas la seule femme, elle doit être deux. Enfin, et tout le reste, ce sont des hommes. Et elle subit un peu, j'allais dire, le patriarcat quotidien. Puisque toutes les tâches, elle doit faire toutes les tâches qui sont, en théorie, en tout cas selon ces hommes, réservées aux femmes, c'est-à-dire faire le café, nettoyer leur petite cuisine, vider le frigo, descendre les poubelles, enfin voilà, le genre de tâches typiquement féminines, c'est bien connu parce que ces hommes ne sont pas capables de le faire. Bref, et cette jeune femme un jour va en avoir assez et elle va leur dire qu'elle est enceinte. Sauf que ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Et pendant ce petit roman, on va la suivre eh bien, avec les conséquences de ce mensonge, que ça soit pour elle-même, mais également au sein de son entreprise. Et on va la suivre, voilà, puisqu'on a, alors pas toutes les semaines, mais chaque chapitre a un numéro de semaine qui correspond à l'avancée de sa grossesse imaginaire, on va dire. Donc, vous vous doutez, il y a un côté féministe qui est extrêmement présent dans cette histoire. Il y a une dénonciation du patriarcat au Japon, c'est quand même très implanté, très présent. Mais on peut l'étendre sans beaucoup de soucis à toute la société occidentale et à la France également. Hein. C'est pas réservé au Japon, ce genre d'imbécilité. Elle décrit également tout le cheminement d'une grossesse, puisqu'on la suit, ben, voilà, vous l'avez vu, le premier chapitre, c'est semaine 5, jusqu'à... Je vous dirai pas jusque où, mais jusqu'à un certain point. Et moi qui ai déjà eu 2 grossesses, je me suis vraiment beaucoup reconnue dans tout ce qu'elle dit, les difficultés du quotidien, l'image de soi-même, l'image des autres,
les remarques qu'on vous dit ou que vous entendez volontairement ou pas, comment les gens se comportent. Alors le fait que les gens veuillent vous toucher le ventre sans vous avoir demandé votre autorisation, par exemple, ce genre de petites choses, pas toujours très agréables. Voilà, alors je trouve que tout ça, c'est vraiment très très bien retranscrit, les difficultés, les belles choses et puis les choses plus compliquées, tout ça c'est plutôt bien. C'était intéressant de suivre, donc le personnage principal s'appelle Madame Shibata. C'était intéressant de la suivre, mais même si cette lecture a été agréable, je ne me suis pas ennuyée, c'est court donc je l'ai lu assez vite, mais finalement le tout est resté assez plat. J'ai pas senti d'enjeu particulier, j'ai pas eu la sensation non plus que ce personnage il était attachant. Je me suis pas passionnée pour cette lecture, même si je l'ai lu sans déplaisir. J'ai également retrouvé le classique, cette fameuse douceur japonaise dans ce qu'ils peuvent vous raconter, cette importance des petits détails, des petites choses du quotidien. Ça, je l'ai retrouvé là et c'était très agréable à retrouver. Mais je ne suis pas convaincue que c'est un titre typiquement qui me marquera sur le long terme. Je vous le recommande parce que franchement, c'est une lecture intéressante. Mais voilà, je pense que d'ici quelques semaines ou quelques mois, cette lecture disparaîtra de mon esprit. Et voilà, c'est pas une lecture qui m'a marquée, c'était une lecture sympa. Mais pas inoubliable, quoi. Clairement pas. Mais comme je dis, si vous avez l'occasion de le lire et que cette thématique là, de cette femme qui s'invente une grossesse vous intéresse, vous pouvez y aller, c'est une lecture agréable, voilà, sympathique. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de la série Autre Monde, le cœur de la terre de Maxime Chatham. Donc là, je vous montre le livre de poche. Mais moi, je l'ai écouté en audio sur Audible. Et alors, ça a été une bonne écoute, on va dire. Parce qu'en plus, dans l'audio, vous avez 2 voix, une masculine et une féminine. C'est plutôt sympa. Et puis, vous avez aussi des bruitages, de la musique. Enfin, voilà, ça, c'est vrai que c'est plutôt sympa. Mais je pense que pour la suite, je vais repasser au papier. Parce que j'aime bien l'univers, j'aime bien l'histoire racontée par l'auteur, je suis intéressée, j'ai envie de savoir, mais je n'ai pas d'attachement au personnage. Alors c'est un tome qui est extrêmement centré sur l'action, c'est plus ou moins, alors c'est pas plus ou moins, non, c'est une fin de premier cycle, c'est dit à la fin de l'audio, c'est écrit à la fin de ce tome-ci. Donc on est sur une fin, donc on a beaucoup d'actions, beaucoup de révélations, beaucoup d'événements, il y a des personnages qui souffrent, il y en a qui vont disparaître, enfin voilà. Mais finalement, je lisais les choses un peu je les écoutais avec un peu de distance. Et en plus, j'avais parfois du mal à être concentrée sur certaines descriptions, sur des descriptions de batailles, de combats, des choses comme ça. Alors jusqu'à présent, en audio, j'ai fait des thrillers, principalement Franck Tillier, et puis cette série-ci en science-fiction. Donc en imaginaire, et je dois bien avouer que je prends plus de plaisir sur l'audio de Franck Tillier que sur ces titres-ci, où j'ai l'impression parfois de passer à côté de certaines choses. Si mon cerveau décroche pendant quelques secondes, c'est parfois un peu compliqué, et comme je le disais, je n'ai pas d'attachement particulier au personnage. J'ai vraiment envie, parce que l'univers me plaît beaucoup, et j'ai envie de voir jusqu'où l'auteur va aller, mais finalement, ce qui arrive au personnage, ça ne m'intéresse pas plus que ça, quoi. Donc, je vais continuer. Je lirai le tome 4, mais comme je l'ai dit, en papier. J'aime bien l'univers. Maxime Chatham, il est sans pitié, vraiment, avec ses personnages, tout ça. Tous ces auteurs qui font souffrir leurs personnages, c'est quand même assez fou. Et comme je disais aussi pour le tome 2, même si ici, je l'ai un petit peu moins ressenti, mais quand même, je suis assez épatée entre parfois le côté très Jung, des choses qui sont, il y a parfois quelques facilités, il y a des choses comme ça que je trouve c'est un peu, bon, voilà, c'est plus jeunesse. Et tout d'un coup, vous avez des choses qui arrivent qui sont plus adultes. Il y a notamment une scène entre Matt, notre personnage principal, et Ambre. Quand je l'ai faite en audio, en plus, j'ai été assez étonnée d'avoir cette scène-là présente dans ce roman. Ouais, qui a pour le coup une scène qui est beaucoup plus adulte. Et puis il y a aussi une chose qui m'étonne toujours dans cette histoire, mais ça c'est souvent dans les titres jeunesse, c'est que nos personnages ils sont censés avoir 13-14 ans. D'accord, alors je veux bien que situation exceptionnelle, comportement exceptionnel, ça je veux bien le croire. Mais franchement, je connais pas beaucoup d'ados qui raisonneraient et se comporteraient comme les ados qu'on a ici. Mais voilà, ça n'entache rien à ma lecture, à mon écoute, qui a été très sympa. Et je vais poursuivre ma lecture. Et moi, je peux que vous conseiller de découvrir cette histoire.
Ensuite, un titre que je suis mais tellement heureuse d'avoir sorti cette année, vous ne pouvez pas savoir, c'est Le Cercle de Bernard Minier, publié chez Pocket. C'est la suite de la série avec le commandant Servaz. Donc le tome 1, c'est Glacé. Tome que j'ai lu il y a 7 ans, puisque j'ai vérifié, parce que je savais bien que j'avais lu il y a très très longtemps. Ici, on va donc retrouver notre commandant Servaz dans une petite ville qui s'appelle Marsac. On est dans une petite ville universitaire du sud-ouest et une professeure va être retrouvée assassinée chez elle. Le commandant Servaz va être envoyé sur cette enquête et il va demander à prendre l'enquête avec son équipe puisque eh bien, il s'avère que cette petite ville universitaire, il y a lui-même étudié. Donc, on est, je trouve, dans un roman qui a des petites vibes comme ça, Dark Academia, avec l'école qui est quand même très très présente, que ça soit pour l'enquête, mais également dans les souvenirs du commandant Servaz, puisque voilà, il y a également étudié. Ce thriller fait quand même 784 pages. Forcément, moi, je trouve qu'il y a par moments des petites longueurs, alors rien de dramatique, rien qui ne m'a fait abandonner ma lecture, mais voilà, en même temps, sur un roman aussi gros, bon, c'est pas non plus étonnant. Et puis, j'ai été assez agréablement surprise, on va dire, parce que l'auteur, il va nous faire une histoire, enfin, avec plusieurs histoires, avec à chaque fois des fils un peu différents comme ça. Et les fils vont parfois se rejoindre, parfois s'emmêler, parfois devenir plus qu'un seul fil au lieu de deux. Et il y a également beaucoup de personnages, donc plusieurs histoires différentes, des choses qui sont liées à l'enseignant, des choses qui sont liées à l'école, des choses qui sont liées au criminel potentiel et des choses qui sont liées aussi à l'histoire de Servaz. Et puis l'auteur, il arrive comme ça avec ses fils et puis franchement, il mène ça vraiment très très bien. Juste, je trouve que la fin arrive peut-être un peu vite. On est sur un roman qui fait voilà, qui est 780 pages et c'est emballé, c'est pesé un peu rapidement à mon goût, mais voilà, rien de dramatique et qui n'a pas du tout gâché ma lecture. Par contre, j'ai relevé à plusieurs reprises des remarques sexistes inutiles sur le corps de certaines femmes, la manière dont elles s'habillent, le regard des hommes, genre il y a une femme qui arrive et on insiste en disant que tel type la regarde de haut en bas, la détaille, l'admire. Bon, ça n'a aucun intérêt, franchement, aucun intérêt, donc voilà, ça c'est le genre de truc qui me plaît pas trop. Mais a contrario, on a aussi d'autres remarques et d'autres commentaires sur des sujets qui sont intéressants. L'importance de la technologie, l'importance de la liberté, l'importance de la connaissance, du savoir, de la maîtrise de tout un tas de sujets, le plaisir d'apprendre. Enfin voilà, il y a vraiment pas mal de sujets autres qui sont quand même plus intéressants que les remarques sexistes inutiles. Le personnage de Servaz dans ce roman m'a beaucoup plu. Je l'ai trouvé, j'ai trouvé touchant dans les choix qu'il est obligé de faire. On va rencontrer, alors je crois qu'on l'avait rencontré dans Glacé, mais également ici on va la voir peut-être un petit peu plus souvent, la fille du commandant Servaz. Je ne sais pas si on la reverra par la suite, mais ici on la croise à plusieurs reprises. Un auteur sans pitié, un peu comme Monsieur Chatham juste avant. Les personnages vont morfler. Et puis, il y a un truc que j'aime bien, c'est que ici on a un espèce de fil rouge qui est l'affrontement, on va dire, entre Servaz et, je ne vais pas vous dire qui, mais sa némésis qu'on a rencontré dans le tome 1. Mais ici, il est là sans être là. Et c'était plutôt pas mal de voir cet affrontement comme ça, un peu à distance, on va dire. C'était vraiment intéressant. L'ambiance Dark Academia, légère, hein, vous attendez pas à être dans le maître des illusions, c'est pas le cas. Hein. Mais l'ambiance, elle est là quand même, le fait d'être dans une école, de mener l'enquête, d'avoir les mystères levés, etc. C'est plutôt sympa aussi. Et puis, comme je disais, j'ai lu Glacé il y a 7 ans et je n'ai eu aucun mal à replonger dans ma lecture. L'auteur fait pas mal de rappels à Glacé, donc moi qui avais lu du coup il y a 7 ans, c'était des rappels bienvenus. Je me suis rendu compte que à peu près les événements principaux, je m'en rappelais quand même, donc ça c'était plutôt une bonne nouvelle. Si vous voulez lire cette série, moi je vous recommande toujours de toute façon de démarrer par le tome 1, vous savez que je suis un peu voilà, sur les séries, mais par contre si vous démarrez par le cercle, j'ai tendance à dire c'est pas la peine de lire Glacé parce que là l'auteur il vous spoil les gros événements et même les gros twists que vous pouvez avoir dans Glacé, donc voilà, je suis pas sûre que ça vaille le coup de lire Glacé. Si vous démarrez par le cercle. Voilà, après, chacun est libre de faire comme il l'entend, bien évidemment. Bref, c'était très cool. Et pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour le sortir? Mis à part, je pense que c'est un gros livre, mais sinon, j'ai aucune excuse. Et je ne vais pas attendre 7 ans pour lire la suite. Et la suite, c'est
n'éteins pas la lumière. Voilà, ça sera très cool. Et voilà, je suis très contente d'avoir lu ce tome qui a été une très chouette lecture. Ensuite, on va passer à mes 2 meilleures lectures du mois que j'ai eu bien du mal à départager. J'ai lu enfin, me dirait-on, Monsieur Mercedes de Stephen King, publié au livre de poche. C'est le premier tome de la série. Je crois que c'est la série, c'est Monsieur Mercedes d'ailleurs. Voilà, je crois que c'est ça. Allez, je vais vous faire un micro-résumé parce que si vous ne connaissez pas Monsieur Mercedes, je pense que vous n'êtes jamais sur Booktube parce que c'est quand même une série qu'on a vu passer, ou en tout cas un tome qu'on a vu passer beaucoup à une époque. On est en 2009, en plein dans les États-Unis, en plein dans la crise économique qu'ils ont traversée. Et pour aider eh bien, tous les gens qui ont perdu leur emploi, il y a une foire à l'emploi qui est organisée à côté d'une... comment dire, genre à côté d'un gymnase ou quelque chose comme ça. Il y a une foire à l'emploi et donc il y a beaucoup de gens, énormément de gens en fait, qui ont l'espoir de trouver un travail pour sortir de la misère, qui ben voilà, sont arrivés dans la nuit et se sont installés pour attendre l'ouverture le lendemain, qui doit être à 9-10 heures. Malheureusement, il va y avoir un drame puisque il va y avoir un type qui va, au volant d'une Mercedes, qui va foncer dans cette foule très tôt le matin, à l'aube, et il va y avoir énormément de morts et de blessés. Et donc, l'histoire de Monsieur Mercedes, c'est l'histoire de l'enquête autour de cette histoire. Qui était le conducteur de la Mercedes et pourquoi? Voilà. Voilà. Et nous, on va faire la rencontre de Bill Hodge, qui est donc un flic à la retraite. Et il a du mal à rester à la retraite, il s'ennuie et voilà, il va... un peu contre lui, mais un peu quand même, parce qu'il a envie, eh bien, il va se lancer dans l'enquête autour de Monsieur Mercedes. Je vous dirai rien d'autre. Quand j'ai démarré ce roman, donc je l'ai lu en lecture commune avec Dorian, Monsieur Cabric. Au début, c'était moyen. J'avoue que je me suis dit, mais pourquoi la hype? On va pas se mentir, cette série Monsieur Mercedes, alors trilogie principale, il y a énormément de gens qui l'adorent, qui l'encensent, qui trouvent que c'est un des meilleurs King, etc. Et moi, quand je l'ai lu, vraiment jusqu'à un certain point, je lisais avec beaucoup de plaisir, franchement, parce que j'aime beaucoup Stephen King. Mais je comprends pas. Pourquoi tout le monde adore cette trilogie? Pourquoi les gens ont aimé Monsieur Mercedes? Vraiment, au début, j'étais vraiment un peu sur la réserve quand même. Vous savez, toujours quand vous démarrez un livre hypé, vous attendez tellement que... Voilà, c'est un peu compliqué, j'étais presque un peu déçue. Et puis, une fois que l'auteur pose ses personnages, son contexte, là, moi, j'étais à fond. C'était ultra addictif. Il n'y a pas de longueur. Alors, je vais corriger. C'est du King. Le roman, il fait 650 pages à peu près. Voilà. Les 200 premières pages, c'est l'introduction. Hein. Les 200 premières pages, c'est l'intro. Hein. Voilà. Donc, un tiers du roman, c'est l'intro. Hein. On le sait. Hein. Et puis, comme je dis, il n'y a pas de longueur. On a déjà eu ce discours avec certaines personnes, notamment Dorian, avec King. Les longueurs de King, soit t'aimes pas et c'est des longueurs, soit tu adores et c'est de l'approfondissement de l'histoire ou des personnages. Enfin voilà. Là, moi, en l'occurrence, oui, c'est sûr que parfois King, il va se mettre à vous décrire un personnage que vous allez plus jamais revoir. Ça, tout le monde le sait. Moi, j'ai pas senti de longueur dans cette histoire, pas de temps mort. On a une alternance de points de vue avec plusieurs personnages. Je ne vais pas vous dire qui parce que je vais vous laisser la surprise. Mais j'ai trouvé cette alternance super intéressante. Et forcément, quand on a une alternance de personnages, il y a un truc qui est passionnant. C'est que vous quittez le personnage, vous repartez sur l'autre. Mais en fait, vous avez envie de savoir ce qui est arrivé au personnage d'avant. Donc forcément, vous vous incitez plus à aller à la fin de votre chapitre. Enfin, voilà, donc c'est un côté ultra addictif. Bill et... je vous le dirai après. Bill et d'autres personnages sont quand même super attachants. King, il gère le suspense ici d'une manière extrêmement efficace. C'était très très réussi. Et puis j'ai enfin rencontré Holly. Et mon Dieu, quel personnage. Je l'ai adoré. Comme beaucoup, je crois. Hein. Je crois que là, je suis pas la seule. C'est une personnalité, un personnage drôle. Elle est à la fois, surtout ici, elle est touchante, elle est drôle, elle a un premier degré qui est absolument imparable. Elle m'a fait rire à certains moments. Et des fois, j'étais en empathie avec elle. Et
Ouais, j'ai adoré Oli. Vraiment, c'est un super personnage et je comprends. Maintenant, l'ayant terminé, je comprends la hype. Mais effectivement, je maintiens que quand même, jusqu'à la fin de à peu près 200 pages, quand l'auteur il nous a tout posé, l'introduction elle est un peu longuette quand même. Hein, et c'est pour ça qu'il est qu'en deuxième sur ce mois-ci, parce qu'il y a quand même ces 200 premières pages où je me disais, mais... Oui, je lis, c'est agréable, c'est intéressant, mais où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va, Monsieur King? Mais voilà, je regrette pas d'avoir, alors pas tenu, parce que j'aimais bien ma lecture, c'est pas le souci, j'ai jamais envisagé d'abandonner. Mais c'est vrai que je peux comprendre qu'il y ait des gens qui se soient lassés et qui n'aient pas aimé, parce que, surtout quand on entend tellement bien d'un titre, c'est compliqué quand vous lisez et que, bah, vous vous dites, ouais, ok, c'est sympa, c'est agréable, mais je comprends pas pourquoi autant de gens adorent. Et voilà, l'ayant terminé, je comprends quand même, c'était une excellente lecture. Juste, deux petits bémols. Voilà, en termes de crédibilité, voilà, sur certaines choses, je suis un peu moyen moins, mais bon, allez, ça passe, c'est pas grave. Quand on aime sa lecture, même sur de petits détails, ça passe. Et il y a un truc que fait Stephen King, enfin, qu'il fait faire à un de ses personnages, et je n'ai pas aimé du tout. Il y a un personnage qui est noir. C'est un ami de Bill, un jeune homme avec qui il s'est lié d'amitié depuis très longtemps, hein, qui notamment lui fait sa tondeuse dans son jardin. Un jeune homme qui va partir à l'université. Et ce jeune noir, l'auteur, par moment, décide de le faire parler petit nègre. Et je n'ai pas du tout aimé ça. Je trouvais ça un peu insultant même. Alors je ne l'ai pas... J'aurais dû le notifier à un moment et ça arrive à plusieurs reprises. Alors ça a l'air d'être drôle. Bon, moi, j'ai pas trouvé ça drôle. Je trouvais ça même nul. Vraiment, je vous le dis, ça m'a pas plu. Alors si vous avez lu le roman, je pense que vous voyez tout de suite de quoi je parle. Moi, franchement, j'ai pas trouvé ça drôle ni... voilà, même inutile. Je voyais pas l'intérêt. Ah, je l'ai là. Tac, tac. Ah mince, je l'ai perdu la page. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Bref, si vous avez lu le roman, vous voyez de quoi je parle. Si vous l'avez pas lu, ça vous est égal, très probablement. Mais ça, c'est un truc que moi, j'ai pas trop aimé. Mais sinon, c'était une très très chouette lecture. Vraiment, j'ai passé un super moment. Et au moment où je tourne cette vidéo, j'ai lu la suite Carnet Noir, que j'ai aussi beaucoup aimé. Et Oli, ma queen. Vraiment ma queen. Et on va terminer par ma meilleure lecture du mois. J'avoue que j'ai hésité avec Monsieur Mercedes, mais le fait d'avoir eu un démarrage un peu lent, alors que celui-ci, non, pas du tout. J'ai lu, j'ai adoré Sauveur et Fils, tome 3 de Marion de Muraille, publié à l'École des Loisirs. Non, s'il n'y a pas de collection, l'École des Loisirs, lisez Sauveur et Fils. Oh, c'est trop bien. Franchement, une bulle de douceur, une bulle d'amour, une bulle de bienveillance, une bulle d'écoute. C'est tellement bien Sauveur et Fils. Quand je le lis, c'est vraiment... c'est vraiment un vrai bonheur, un vrai plaisir. Donc, Sauveur et Fils, c'est quoi? Si jamais vous ne savez pas, lisez Sauveur et Fils. On suit donc Sauveur Saint-Henri? J'ai un doute. Sauveur Saint-Yves, je l'avais presque. Sauveur Saint-Yves, il est psychologue. Il est antillais, il a 40 ans, il est père célibataire, il a un jeune garçon qui s'appelle... Ah, je ne sais plus comment il s'appelle. J'ai vraiment aucune mémoire des prénoms, je suis une catastrophe. Enfin bref, il vit avec son jeune garçon qui est en primaire, il me semble. Et puis, il a tout un tas de personnages comme ça qui gravitent autour de lui. On va rencontrer plein de personnes qu'il suit. Il suit majoritairement des enfants. Et ce qui est bien dans cette histoire, c'est que ces personnages, ces enfants qu'il suit, ils sont hauts en couleur et on a une palette de personnages et de problématiques qui sont vraiment essentielles parfois. Donc il y a des personnages qu'on retrouve d'un tome à l'autre, il y a des personnages qui disparaissent, qui reviennent plus tard, il y a des nouveaux personnages. Alors je parle de patients. Voilà, quand je parle de ces types de personnages, ces patients qui viennent le voir, qui parfois leurs problèmes seront solutionnés dans le tome d'avant, ou alors parfois Sauveur les laisse avec leurs propres soucis. Enfin voilà, il y a vraiment une palette de personnages qui gravitent autour de lui pour les patients. Et puis il y a également une espèce de fun family, de famille qu'il s'est choisie, qui tourne autour de lui. Donc il y a bien évidemment son jeune fils, une jeune femme, je vous dirai pas qui, le meilleur ami de son fils, la fille de la jeune femme avec qui il essaie d'avoir une histoire, il y a un autre homme, un ami de son fils, enfin voilà, il y a vraiment toute une famille qui se crée autour de Sauveur et tous ces personnages également sont... ils ont tous leurs failles, il n'y en a pas un qui est parfait, mais
mais ils sont tous humains, j'allais dire. Ils sont tous humains et c'est plutôt cool. Donc, il y a des thématiques très très fortes, notamment par rapport aux patients que Sauveur rencontre. Plein de thématiques qui sont importantes pour les adolescents, mais pas que. Parce que nous sommes des adultes et on a été des adolescents. Et je pense que parfois, on aurait tous aimé avoir un sauveur pour nous écouter, pour nous aider, pour nous aiguiller, pour nous donner les bons conseils, même si il écoute, mais il ne donne pas forcément Il ne dit pas à l'adolescent, tu dois faire comme ça. Chacun doit trouver sa voie et c'est assez magique. Tout est évoqué avec beaucoup de simplicité, parfois avec pudeur également sur certains sujets très compliqués. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de moralisation. Voilà. Dans ce tome-ci, particulièrement, les attentats du Bataclan sont évoqués par un biais que j'ai trouvé très, très intelligent. Et c'était, j'allais dire intéressant, c'est pas tout à fait le bon terme, mais je me suis revue quand les attentats sont arrivés ce matin où moi je me suis levée et j'ai allumé mon ordinateur et j'ai découvert sur Twitter l'horreur de ce qui s'était passé la veille au soir. Et ouais, et je me suis revue et oui, j'ai un peu transposé certaines émotions que j'aurais pu ressentir s'il m'était arrivé ce qui est arrivé à un personnage dans cette histoire. Bref, c'est très juste, je trouve, à chaque fois. Je trouve que, vous savez que je n'aime pas forcément les envolées lyriques. C'est pas trop mon truc. Je peux apprécier ça dans certains textes, mais j'aime la simplicité du vocabulaire utilisé. Et je trouve que Marion de Muraille, elle arrive vraiment à mettre le et les mots justes et simples sur certaines choses. Je pense que parfois la simplicité, c'est quand même le mieux. Voilà, bref, je dirais rien de plus que ça. C'est Sauveur et Fils, c'est formidable. Ça a été ma meilleure lecture du mois. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais je pense que cette série en entier est un coup de cœur pour moi. En tout cas, 3 tomes que j'ai adorés et je ne saurais que vous conseiller, si ce n'est pas déjà fait, d'aller lire Sauveur et Fils. C'est génial et j'adore tous ces personnages. Et voilà, je ne sais pas si je lirai le tome 4 cette année, mais en tout cas, je vais poursuivre cette série avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'amour. Voilà, c'est terminé pour l'état de mes lectures pendant tout le long du mois de juin. Vous voyez des trucs un peu moyens, mais de très très chouettes lectures aussi. C'est la vie du lecteur. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous avez lu certains des livres dont j'ai parlé aujourd'hui. Me donner votre avis également, je serai ravie d'échanger avec vous. N'hésitez pas à me suivre également sur Instagram, à liker cette vidéo, à me partager si vous le souhaitez, mettre un commentaire ou juste un petit smiley pour indiquer que vous êtes passé par ici, ça fait toujours plaisir. Et puis ça donne un peu de visibilité à la vidéo et à la chaîne. Bref, merci d'avoir suivi jusqu'ici, je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!